Ok. Bonjour, chers auditeurs. Je suis Alain Keita. Nous avons déjà eu à partager un premier module ensemble qui était le module consacré à la propriété intellectuelle du droit de l'IE. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce module Innovation en entreprise. Il s'agira au cours de cette matière de vous expliquer comment créer une entreprise innovante. Nous aurons quatre grands chapitres à aborder. Le premier chapitre sera consacré au business model, c'est-à-dire comment passer de l'idée au projet. Ensuite, le business model, appelé aussi modèle économique. Et en trois points, la diversité des business models, c'est-à-dire les formes les plus connues. Au chapitre 2, nous verrons les points clés du business model, que sont le marketing des startups, la veille technologique et concurrentielle et l'innovation. Au chapitre 3, nous aurons la structuration du projet entrepreneurial, c'est-à-dire comment passer d'un business model au business plan. Le business plan lui-même, de quoi est-ce qu'il est constitué? C'est-à-dire les différentes prévisions à faire, les prévisions sur les ventes, sur les investissements, sur les charges et les prévisions en besoin de fonds de roulement. Et en dernier point, évaluer le business plan. Le chapitre 4, nous verrons les différentes formes de financement qui existent pour les entreprises innovantes ou start-up. Il s'agira d'étudier ici le seed capital, le crowdfunding, l'equity crowdfunding, les business angels. Et pour terminer, en termes de conclusion, je vais vous fournir quelques informations utiles sur la méthode d'étude de marché et sur les business plans financiers. Sans plus tarder, nous allons aborder notre module 1 consacré au business model. Dans le business model, nous allons d'abord parler de l'idée, aussi du projet. Pour mettre en place un projet, il faudra avoir une idée. Et cette idée, comment nous devons la concevoir? Nous devons toutefois savoir que l'idée, c'est une réflexion sur le produit ou le service potentiel. Elle permet de définir les contours, les objectifs et permet de lui donner une certaine opérationnalisation. Mais cela reste un concept. Dans le sens où chacune ou aucune action n'est à ce stade menée ni envisagée, nous demeurons toujours au stade de l'idée. Et le projet, qu'est-ce que c'est? Selon Tim Hall, le projet est le vecteur par lequel l'idée passe du concept à la réalité. Pour qu'une idée puisse aboutir à un projet innovant, il faudrait que votre idée soit valide. Aussi, Tim Brown nous présente trois critères nécessaires, c'est-à-dire indissociables pour évaluer la validité d'une idée. Il s'agit de la désirabilité, la viabilité et la faisabilité. C'est quoi la désirabilité? La désirabilité renvoie à la dimension humaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui correspond aux attentes des consommateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de faire face aux besoins de la société. Ensuite, nous avons la viabilité qui renvoie à la dimension économique ou business, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait capable de résister à la concurrence sur les marchés ou, je dirais, qu'est-ce qui s'intègre dans un modèle économiquement durable. Troisième point, il s'agit de la faisabilité, c'est-à-dire la dimension technologique, c'est-à-dire ce qui est technologiquement réalisable, c'est-à-dire de se poser la question de savoir est-ce que le produit qu'on entend projeter est susceptible d'application industrielle, c'est-à-dire est-ce qu'on peut produire ce service de manière fiable ou répétée. Voici les trois critères auxquels il faut faire face pour pouvoir espérer avoir une idée qui soit valide. Cette validité, comme je le disais tout à l'heure, met l'accent sur des choses importantes. Et ces choses, nous allons vous l'expliquer en deux points. D'abord, il s'agit de prendre en compte l'interdisciplinarité de l'équipe et ensuite de penser à mener un processus.
Le schéma montre bien que ces trois dimensions recouvrent des compétences différentes, ainsi que le processus qui sont les méthodes de questionnement qui permettent d'organiser les va-et-vient entre ces trois composantes qui sont la faisabilité, la désirabilité et la validité. Que recouvrent les points fondamentaux, c'est-à-dire l'équipe et le processus. L'équipe et le processus nous renvoient à l'interdisciplinarité, qui est une ressource importante. Elle permet de traiter les trois dimensions que nous avons initialement étudiées. Ici, ce n'est pas le spécialiste qui décide tout seul des éléments relevant de sa spécialité. Elle se distingue de la pluridisciplinarité où chacun défend sa propre spécialité. Toutes les composantes qui ne sont pas présentes dans l'équipe peuvent être recherchées ailleurs, notamment dans un incubateur ou dans une démarche collective. Mais les compétences qui doivent être maîtrisées et partagées au sein de l'équipe sont un élément très important. L'équipe est fondamentale, mais il faudrait au sein de l'équipe faire ressortir un vrai leader, c'est-à-dire quelqu'un capable de comprendre les dimensions que nous avons citées tout à l'heure et pouvoir mener l'interaction entre ces différentes dimensions, c'est-à-dire coordonner l'activité dont on veut monter. Le processus. Ce processus doit regorger deux éléments, c'est-à-dire l'expérimentation. Au cours de la formulation des idées ou au cours du passage de l'idée au projet, il faudra toutefois expérimenter et penser à la croissance. C'est quoi l'expérimentation? Celle-ci nous renvoie à deux grandes questions. Il y a d'abord la question de l'adéquation entre le problème et la solution, c'est-à-dire la solution que nous voudrons proposer doit pouvoir résoudre le problème. Et il y a aussi la question d'adéquation produit au marché, c'est-à-dire le produit doit être attendu par le marché. Il faudrait que nous posions deux questions essentielles. La première question sera celle de savoir est-ce que mon concept répond-il réellement aux besoins? Donc j'ai identifié un problème, un besoin et je cherche à lui trouver une solution et non un produit ou mon service. La solution est-elle réellement adaptée au problème posé? Est-ce techniquement faisable? La seconde question, c'est de savoir est-ce que mon problème, c'est-à-dire mon produit ou mon projet, intéresse-t-il les utilisateurs? Voici autant de questions auxquelles nous devons répondre dans la formulation de notre projet. D'après la méthode Lean Startup développée par Eric Rice, un entrepreneur, c'est-à-dire ce test permet de réaliser d'abord un produit de manière simplifiée. Ce produit est communément appelé produit minimum viable, c'est-à-dire le MVP. Donc, on va donc concevoir et réaliser ce MVP et le modifier en fonction des retours des utilisateurs. Par exemple, une fonction qui semblait essentielle n'apparaît plus très utile, c'est-à-dire lors des échanges avec les potentiels utilisateurs. Et en revanche, une autre fonction non fournie s'avère recherchée par le client. Le processus étant itératif et le produit est préfabriqué avec les utilisateurs. C'est-à-dire chaque fois qu'on tente de présenter un prototype sur le marché ou aux potentiels utilisateurs, ceux-ci pourront apporter les critiques. La prise en compte de ces critiques nous aidera plus tard à modifier ce produit et lui donner une forme qui sera plutôt adaptée aux besoins de la clientèle ou aux potentiels consommateurs. Cette expérimentation permet donc de solliciter de manière concrète un regard extérieur, c'est-à-dire l'approche ici est expérientielle, c'est-à-dire basée sur plusieurs expériences, incrémentale, c'est-à-dire qu'on ne détruit pas ce qu'on avait préalablement conçu, mais on apporte des améliorations, et elle est collaborative parce qu'on ne le fait plus tout seul, c'est-à-dire on n'est plus limité à nous-mêmes porteurs de projets et équipes, nous travaillons désormais avec les potentiels utilisateurs. Donc ici, on crée de la valeur parce qu'on apporte une solution et qu'on a des clients prêts à utiliser cette solution. Il faut penser à la croissance. La croissance, c'est-à-dire quoi? En passant à la croissance, nous devons aussi penser à ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire la capacité de croître sans engendrer de nouveaux coûts. Ici se posent deux questions fondamentales. Et cette question doit être légitimée dans une étude qui se réfère aux questions. Quel est le problème auquel je réponds?
à quel problème j'apporte une solution. Donc ici, nous avons déjà plutôt examiné l'idée d'étude de projet. Nous allons voir le business plan ou le modèle économique maintenant dans sa forme. Qu'est-ce que c'est? Le business plan est un outil qui est beaucoup utilisé et qui présente plusieurs avantages. Je pourrais d'abord citer les différentes caractéristiques que présente le business plan, c'est-à-dire que c'est un outil de validation qui permet de formaliser l'idée sur laquelle se fonde le projet de création. C'est aussi un outil d'expérimentation. C'est un outil qui permet de renouveler ou de répéter ce qu'on est en train de créer ou de mettre sur le marché. C'est aussi un outil de formalisation du concept expérimental qui va s'articuler autour de 4 points, à savoir qui sont les clients potentiels, comment les touche-t-on, quel processus de création de valeur va être mis sur place, quels moyens mettre en place pour dégager un résultat. Enfin, je dirais que c'est un outil de communication qui permet de fédérer des ressources, compétences nécessaires pour la mise en œuvre du projet entrepreneurial. La dimension à prendre en compte dans le business model dès les premières étapes de la conception d'un produit expérimental permet d'intégrer deux éléments qui sont très importants dans le business model. Il y a d'abord les deux caractéristiques qui existent ici, c'est-à-dire le caractère moins duplicable, c'est-à-dire il ne faudrait pas mettre sur pied un business model facile à éviter. Donc, il est nécessaire d'avoir un projet, un business model qui soit moins duplicable et qui puisse aussi regorger des caractéristiques de la scalabilité, c'est-à-dire la capacité au projet de générer une croissance rapide tout en encaissant des chocs dans son accélération, c'est-à-dire dans son évolution. En clair, cette capacité peut se traduire par le fait de l'intégration de tout nouveau ne nécessite pas de prise en compte dans les coûts supplémentaires. L'approche dite Canvas, nous allons plus ou moins passer là-dessus parce que vous pourrez le visionner. Je vous en donnerai un certain nombre d'éléments sur cet outil. Cet outil, d'abord, il faut savoir que c'est un outil qui permet de décrire et d'analyser les ressources compétences mobilisées, ensuite de générer les idées en utilisant des techniques de créativité, d'identifier les interdépendances qui relient les blocs, aussi concevoir les business models, c'est-à-dire c'est un tableau qui permet de suivre les clients potentiels, de modeler l'offre de l'entreprise, de mobiliser l'infrastructure et de penser à la viabilité financière du projet. La case centrale de la matrice est la proposition de valeur. Elle montre la réponse apportée par le projet entrepreneurial à une problématique ou un besoin du marché. Elle peut être liée à plusieurs facteurs. C'est-à-dire la valeur que vous apportez peut être due à la nouveauté de l'innovation, à la performance associée, à la personnalisation ou les leviers de différenciation, les designs ou les marques qu'on avait étudiés antérieurement lors du cours sur la propriété intellectuelle. Aussi, la réduction des coûts, c'est-à-dire des risques proposés par les clients, peut être un levier de création. L'ultime étape du business canvas est la structure de coûts, et que la structure de coûts est liée à un modèle économique. Ici, l'objectif de lister les coûts liés à la réalisation du projet entrepreneurial, ce n'est pas quand l'ensemble de ces points est défini, ce n'est pas quand l'ensemble de ces points est défini et finalisé qu'il est possible de commencer le business plan. Donc, en conclusion, on peut vous dire que la réalisation d'un modèle économique s'inscrit dans une vraie dynamique pour le porteur de projet. C'est un moyen de valider une représentation réaliste, voire viable, de son idée de création d'entreprise. C'est un outil de communication évolutif et itératif dont la conception mobilise l'ensemble de l'équipe entrepreneuriale. C'est un outil pédagogique car il permet de montrer le caractère complexe et multidimensionnel d'un projet de création d'entreprise. Dernier point sera consacré à la diversité des business models. Nous allons aller un peu plus rapidement parce qu'ici, il y a 4 modèles que je voulais vous présenter. 4 modèles qui sont reconnus un peu partout dans le monde entier. Il s'agit du modèle low cost, le modèle de l'imprimante et le modèle fondé sur les revenus publicitaires, le modèle freemium. Le modèle low cost repose sur le contrôle des coûts à chaque niveau de la chaîne pour obtenir des prix inférieurs à ceux des concurrents. Nous avons par exemple des compagnies aériennes comme Ria Air ou EasyJet dont les prix des billets sont plus attractifs. Dans une même logique de réduction de coûts, le modèle de désintermédiation s'organise autour de la suppression des intermédiaires de la chaîne de production ou de distribution.
Exemple, grâce à Internet, ces modèles ont connu un fort développement. On peut illustrer ici des types de business models. Comme business model, ceux des agences de voyage en ligne ou Amazon. C'est-à-dire si on essaie de réduire de manière suffisante les intermédiaires pour avoir une marge bénéficiaire afin de fixer un prix qui soit inférieur à ceux proposés par les concurrents. Nous avons le business model de l'imprimante. Ici, nous mettons, on essaie de créer pour notre business un produit qui nécessite l'utilisation d'accessoires. Et généralement, ces accessoires ont une durée de vie courte. C'est par exemple le modèle de l'imprimante. Donc, ce modèle est utilisé par les constructeurs d'imprimantes, d'où la nécessité de ce business, d'où le nom de ce business model. Nous avons aussi l'exemple de Nespresso, qui sont des cafetières qui nécessitent l'utilisation d'un certain nombre de capsules ou une forme de capsule créée par la même entreprise. C'est-à-dire, les accessoires permettent plus ou moins de faciliter la vente de ces produits. On a aussi le business model fondé sur la publicité, c'est le cas de Google. Google a réussi à mettre en place des outils algorithmes permettant de faire la publicité ciblée en fonction des recherches des Internet. Enfin, nous avons le modèle freemium. Ce modèle fait partie d'une nouvelle génération de modèles économiques de gratuité. Freemium est un mix entre free, qui veut dire libre, et le modèle premium. Free, qui propose des services gratuits, premium, des services payants haut de gamme. La stratégie ici, c'est de faire adhérer un maximum de clients au départ et à la longue finit par leur demander de payer. C'est le cas de Skype, Lynx, des fameux jeux Candy Crush. Le modèle premium est un modèle économique qui est principalement adapté aux entreprises du net, car il faut pouvoir rassembler un grand nombre d'utilisateurs gratuits pour les convertir en utilisateurs payants. Donc, je vous remercie pour cette partie. Je pense que nous avons terminé.